messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, le président une nouvelle fois en guerre après le Covid. Il y a quelques années, Emmanuel Macron joue à Fais-moi peur avec la Russie. L'occasion de reprendre le fil d'un second quinquennat chaotique. Nous reviendrons ensuite sur une lubie de nos dirigeants politiques, nous piquer notre épargne, non comptant des innombrables taxes, impôts et charges imposées aux Français. La caste apparatchik veut désormais taper dans vos bas de laine. Et enfin, une page balkanique avec Nicolas de Lamberterie qui nous parle de la Serbie où la crise politique dure et prend de l'ampleur. Branle-bas de combat pour Emmanuel Macron. Dans son allocution de mercredi, le président a rejoué le catastrophisme continental en tentant de gonfler les muscles face à la Russie. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Une menace pour la France et pour l'Europe. Lors de son allocution de mercredi, le président de la République Emmanuel Macron a fait dans le sketch solennel et grave. 7 ans après être arrivé au pouvoir, il envisage de réarmer la France. Une nouvelle occasion de diversion pour le chef de l'État qui focalise tous les esprits sur une menace comme il avait pu le faire lors de la crise sanitaire. La manœuvre est toujours la même et elle repose cette fois sur l'interrogation « La Russie va-t-elle s'arrêter là ?» À considérer que la Russie n'est parvenue à conquérir que 15 à 18% de l'Ukraine en 3 ans de guerre, la menace, si elle existe, peut cependant être relativisée. Quant aux attaques supposées de Moscou sur des hôpitaux civils français qui ont occupé le président lors de son allocution, difficile pour le téléspectateur de savoir si ces informations sont vraies ou non. Les mandats Macron auront été marqués par un tel niveau de mensonge politique que s'interroger paraît aujourd'hui très légitime. Ainsi, des élus macronistes avaient-ils suggéré il y a quelques mois que la Russie était à l'origine des punaises de lit. Par ailleurs, le mystère qui entoure le cas du gazoduc Nord Stream pousse à prendre un peu de distance avec les informations officielles. Le discours hostile à la Russie d'Emmanuel Macron apparaît à contre-courant de ce qui se déroule en ce moment sur le continent. Quand bien même Paris doit ou devrait se méfier de Moscou, gonfler les muscles n'a un intérêt que très secondaire aujourd'hui. La réalité de la guerre en Ukraine est une défaite de l'Europe, de la défense et de la diplomatie française. Réarmer le pays et renouer avec une diplomatie forte est certainement nécessaire, mais cela prendra du temps et rien ne sert d'ici là d'agiter des chiffons rouges. Par ailleurs, le petit numéro d'Emmanuel Macron apparaît complètement décalé. Ainsi, le président fait les gros bras face à Moscou, mais baisse les yeux face à Alger, de peur que les Algériens vivant en France ne s'agitent un peu trop. Fort avec Poutine et faible avec Tebboune, Emmanuel Macron est un personnage paradoxal et surtout un chef d'État à contre-courant. En 2017, Emmanuel Macron baissait le budget de l'armée, 3 ans après le début de la guerre du Donbass et l'invasion de la Crimée. Le candidat à la présidentielle jouait même sur la corde pacifiste à outrance en 2017. Le Mozart de la finance est décidément devenu le Wagner des petits canons. Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Un propos un peu déconcertant quand on sait qu'Emmanuel Macron n'était pas né quand Le Pen faisait la guerre en Algérie et que sa femme, elle, n'avait que 9 ans. Au-delà du branle-bas de combat un peu ridicule qui a mis en émoi les réseaux sociaux, divisant le monde entre courageux qui iront sur le front et salauds qui resteront à la maison, le propos interroge surtout sur la stratégie Macron. La question de l'arme nucléaire revient ainsi avec insistance et la possibilité de partager celle-ci avec d'autres États européens fait frétiller nos élites fédéralistes. Le député Éric Ciotti suggère, lui, de proposer un référendum sur cette question pour consulter les Français. Le nécessaire réarmement français pourrait par ailleurs servir face à un adversaire qui n'est pas celui auquel pense Emmanuel Macron. Pour l'heure, cette mise en scène va surtout servir les petits intérêts du président, très heureux que l'on ne parle plus, ou presque plus, de la crise politique et économique dans laquelle il a plongé le pays. Pour faire la guerre, il faut des sous et l'État se verrait bien les prendre chez vous. Le point avec Renaud de Bourleuf. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible.
Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés. Les ministres n'ont pas attendu le discours présidentiel pour évoquer devant les Français ces financements privés. Mercredi, plus tôt dans la journée, le ministre de l'économie Éric Lombard évoquait cette question à l'Assemblée nationale. Nous sommes placés depuis ces derniers jours devant un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial qui nous impose d'accentuer tous nos efforts pour une souveraineté européenne et pour une souveraineté de la nation, notamment en matière de défense. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nous allons réunir à Bercy le 20 mars l'ensemble des investisseurs privés, les assureurs, les banques, les fonds d'investissement, afin de les mobiliser. D'abord pour modifier leurs règles de fonctionnement, parce que trop souvent les règles ne permettent pas d'investir dans le secteur de la défense, qui pourtant est un secteur essentiel, et de mobiliser l'épargne privée. Mobiliser l'épargne privée, un véritable totem de la Macronie. Déjà au début de l'année 2024, Bruno Le Maire, alors ministre de l'économie, avait ainsi parlé de mettre à genoux l'épargne des Européens. Je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'union de marché des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros. La même année, Valérie Hayet, tête de liste macroniste aux élections européennes, abondait dans ce sens. Utiliser leur épargne. Aujourd'hui, on a 33 000 milliards d'euros d'épargne qui dort sur nos comptes en Europe. Mais surtout, ce n'est pas la première fois que la Macronie prend cette initiative. En décembre 2023, la loi de finances pour l'année 2024 contenait un amendement qui visait à flécher les fonds des livrets A et de développement durable et solidaire vers les entreprises de défense. Un amendement déposé par le député Horizon Christophe Plassard, rapporteur spécial du budget de la Défense, son homologue Renaissance Thomas Gassillou, président de la commission de défense de l'Assemblée nationale, et enfin le député LR Jean-Louis Thiriot. Notons que LR est peut-être pionnier en la matière. Dès 2010, Christian Estrosi, alors ministre de l'Industrie de Nicolas Sarkozy, appelait à réorienter une partie de l'épargne placée en assurance vie vers l'industrie. L'amendement du budget 2024 avait été censuré par le Conseil constitutionnel qui ne donnait pas pour autant une interdiction absolue. En clair, la conformité à d'autres exigences constitutionnelles reste ouverte et une nouvelle loi peut très bien mettre en place cette mainmise sur l'argent des Français. Reste à savoir quels moyens seraient mis en œuvre. L'idée d'un livret défense qui serait créé spécifiquement a été avancée, mais cette initiative peinerait à convaincre les Français et prendrait du temps à être mise en place. L'emprunt national obligatoire est aussi une piste. Il s'agit de contraindre les Français à investir dans cet outil financier en leur donnant la satisfaction apparente de ne pas avoir augmenté leurs impôts. La piste la plus probable semble être de flécher le livret A, ce produit d'épargne très prisé malgré son rendement assez faible. Ces dispositifs financent déjà le logement social et la construction d'infrastructures dans les collectivités. Ainsi, 40% pourraient être affectés pour la guerre. Louis de Torcy est allé à la rencontre de Français pour leur demander leurs sentiments sur la mobilisation de leur épargne. Oui, pour protéger la paix en Europe, je crois qu'il faudra que chacun tape dans son portefeuille de toute façon. Moi, j'ai pas d'épargne déjà, donc on va pas aller loin. Mais comme les Américains ont décidé qu'ils donneraient plus de fonds à l'Ukraine et qu'il y a eu un gros guet-apens à Zelensky de la part de Trump et que donc l'Europe doit serrer les coudes, sachant qu'on considère que l'Ukraine est en Europe puisque on est complètement entouré des puissances. Oui, je pense qu'il faut serrer les coudes, donc donnons-leur des sous, parce qu'après eux, c'est nous. Moi, je serais pas d'accord. Je suis pour le soutien à l'Ukraine, mais je pense que l'État doit trouver les fonds pour trouver l'argent pour l'Ukraine. Voilà, c'est une priorité pour la France, c'est une priorité que l'État doit prendre en charge. Il faut taper à la porte, effectivement, de ceux qui prônent, la guerre et qui n'aiment pas leur sang. Non, j'ai pas envie qu'on prenne mon argent que j'ai mis de côté, non. J'ai pas envie de... J'ai de l'argent de placer, mais j'ai pas envie qu'on me la prenne. L'Ukraine, en fin de compte, ça fait partie un peu de la Russie. Et donc, c'est pour ça que je suis pas d'accord. Donc, ça fait 3 ans et ça va... Hein? L'Ukraine, c'est pas la Russie, c'est l'Europe. Bah oui, mais bon, ça faisait partie de la Russie dans le temps. Non, et la Pologne aussi, l'URSS. Oui, tous les pays baltes. Voilà. Et l'Allemagne, RDR. Donc, moi, je suis pas d'accord à prêter de l'argent. Alors moi je suis d'accord pour éventuellement placer de l'argent dans des entreprises européennes pour qu'on soit plus forte contre les Américains parce qu'ils ont
pas très cool en ce moment. Et moi, je suis pour soutenir l'Ukraine du fait que si on commence à laisser la Russie prendre l'Ukraine, après, ça va être la Pologne. Ça va être la Lettonie, la Lituanie, et puis ça va être la guerre, quoi. Donc voilà, moi j'aimerais bien que ça s'arrête évidemment, mais et puis le mépris de Trump, j'ai pas apprécié quand même. En fait, quand on est petit, on se fait toujours bouffer, quoi. Donc si on pouvait s'unir les Européens pour être un peu plus puissantes, moi je suis prête à investir dans une entreprise mais européenne, mais pas américaine. Non, vu ce qu'ils ont fait, non. Honnêtement, moi aujourd'hui je serais pas prêt à ça. J'aide aujourd'hui un petit peu ma famille. Quand il y a des besoins, quand il y a des récoltes, enfin parce que je suis ukrainien à la base, pardon, mais j'habite en France depuis de nombreuses années et j'envoie un petit peu d'argent pour les aider quand ils ont des récoltes de fonds pour des besoins matériels sur place, mais je ne serais pas forcément prêt aujourd'hui à donner de l'épargne plus que ça, voilà, pour la cause. Une page balkanique à présent avec Nicolas de Lamberterie qui revient sur la crise qui agite la Serbie et les petites agitations en République serbe de Bosnie. Incroyable scène de violence et de hooliganisme pendant une séance du Parlement serbe avec jet de fumigène et bagarre. La Serbie connaît en effet depuis plusieurs mois des vagues de contestation emmenées par les étudiants après l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad en novembre, causant une quinzaine de morts. Mais ces manifestations, essentiellement portées contre la corruption et contre le régime du président Vučić, restent très autonomes, un peu à la façon des Gilets jaunes en France, et échappent même au contrôle des partis d'opposition. Ces derniers cherchent toutefois à profiter de l'affaiblissement du régime du président Aleksandar Vučić, allant désormais à des scènes de bagarre dans l'enceinte même du Parlement. Si beaucoup de signes laissent à penser que le régime de Vučić est mal aimé d'une majorité de Serbes et se trouve dans une phase de pourrissement, l'absence d'alternative sérieuse à son pouvoir risque toutefois pendant encore un certain temps de maintenir l'actuel statu quo. On remarquera toutefois qu'à la différence de ce qui a pu se produire par le passé à Belgrade, ou lors d'autres révolutions dites de couleur, de la Géorgie à l'Ukraine notamment, les habituelles cohortes d'ONG financées par des fonds étrangers sont quasiment invisibles cette fois, et il semble bien que les Occidentaux préfèrent se tenir à l'écart des événements actuels. Cela s'explique peut-être par le fait que bien qu'il soit issu des rangs nationalistes radicaux, le président Vučić en réalité fait beaucoup de concessions à Bruxelles, en particulier sur le Kosovo, et qu'il sait aliéner l'opinion des nationalistes, très fortement présents dans les rues. Autant d'inquiétudes dans un pays clé du voisinage immédiat de l'Union européenne. Plus inquiétante encore, la situation en Bosnie-Herzégovine, où un pas de plus a été franchi dans la voie d'une scission en deux, de facto, du pays. Pour rappel, après les sanglants affrontements interethniques des années 90, les Occidentaux avaient contraint au maintien de l'unité de cette ancienne république yougoslave qui compte 3 nationalités, les Serbes, les Croates et les musulmans, réparties en 2 entités internes à la Bosnie. D'une part, la Fédération croato-musulmane, qui a pour capitale Sarajevo, et d'autre part la Republika Srpska, ou République serbe de Bosnie, qui a pour capitale Banja Luka. Le pays a été placé sous le contrôle d'un haut représentant international, donc un étranger, qui constitue le pouvoir politique le plus élevé du pays. Certaines mauvaises langues parlent d'un gouverneur, voire d'un Gauleiter, pour qualifier ce poste qui préside donc aux destinées de la Bosnie. On notera d'ailleurs que la monnaie nationale de la Bosnie, le marque convertible, est de fait alignée sur l'euro. En clair, la Bosnie fait indirectement partie de la zone euro, sans toutefois en retirer les avantages. Le maintien tel quel de la Bosnie est perçu comme indispensable, car si les velléités séparatistes des Serbes de Bosnie se concrétisaient, il est peu probable que le reste du pays aurait une quelconque viabilité. Et les musulmans bosniaques ne sont que modérément enthousiastes à l'idée d'éventuellement rejoindre la Croatie. Malgré tout, les 2 entités fonctionnent de façon relativement autonome, ce qui fait de la Bosnie une sorte de Belgique, où toutefois tout le monde parle la même langue. Sauf que voilà, le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, entend profiter de la nouvelle situation internationale avec l'élection de Trump. En refusant d'appliquer une des décisions du haut représentant international en Bosnie, Milorad Dodik a écopé d'une peine de prison d'1 an et de 6 années d'interdiction d'exercer une activité politique. Dodik a immédiatement répliqué en promulguant une loi interdisant la police et la justice de l'État central bosnien d'exercer leur autorité en République serbe de Bosnie, ce qui constitue une étape radicale dans la contestation du pouvoir de Sarajevo sur celui de Banja Luka.
Le pari de Dodik est de considérer que l'affaiblissement de l'Union européenne d'une part et la volonté de Trump de se désengager partiellement d'un certain nombre d'implications internationales d'autre part lui offrent cette opportunité historique de renforcer le pouvoir de la République serbe de Bosnie, ce qui est une aspiration de l'immense majorité des Serbes de Bosnie. Si la sécession pure et simple de la Republika Srpska n'est pas encore à l'ordre du jour, il est toutefois certain que l'évolution de la Bosnie sera à suivre de près dans les prochains temps. Notons toutefois que l'effondrement démographique de la région rend extrêmement peu probable une réplique contemporaine des violents conflits des années 90. L'autre point d'interrogation pourrait aussi concerner le Kosovo, qui bénéficie de la présence d'une gigantesque base militaire américaine, garante de son indépendance autoproclamée en 2008 et reconnue par la plupart des pays occidentaux. Il sera intéressant d'observer l'évolution de la présence américaine et l'impact que cela pourra avoir. Certains pays européens évoquent la future nécessité de compenser d'éventuels départs américains du Kosovo, encore qu'il reste bien difficile de déterminer avec quoi les Européens, économiquement affaiblis et déjà très affairés sur le dossier ukrainien, pourraient bien assurer la stabilité du Kosovo. Si le risque d'un conflit majeur au Kosovo reste des plus modestes, on ne peut pas exclure qu'il redevienne un point de tension actif dans les prochains temps. En clair, après l'Ukraine, il se pourrait bien que les Balkans s'ajoutent à la liste déjà bien longue des fardeaux qui pèseront sur les Européens. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Recasage macroniste aux frais du contribuable. Les anciens ministres Sarah El Haïry et Clément Beaune, désavoués dans les urnes, ont droit à un no-noce de consolation. Mercredi, l'ancienne ministre déléguée d'État est devenue haut-commissaire à l'enfance pour, je cite, coordonner les politiques de protection et de soutien aux jeunes. Le même jour, Clément Beaune a été nommé pour remplacer François Bayrou au Haut-Commissariat au Plan, fusionné avec France Stratégie, une institution très opaque dont l'efficacité n'a pour l'heure pas vraiment été prouvée. Condamnation pour favoritisme à la Caisse des dépôts. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mercredi Augustin de Romanet, haut fonctionnaire et ex-PDG de la Caisse des dépôts et époux de la sœur de Bruno Le Maire, à 8 mois de prison avec sursis et 200 000 € d'amende. Jean-Pierre Jouyet, haut fonctionnaire, ancien diplomate et ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, à 30 000 € d'amende pour favoritisme. Le criminologue Alain Bauer écope lui de 12 mois avec sursis, 375 000 € d'amende et 3 ans d'exclusion des marchés publics pour recel liés à des contrats douteux totalisant 925 000 € conclus avec la Caisse des dépôts entre 2007 et 2014. Les Marseillais payent cher avec Benoît Payan. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes présenté vendredi 28 février, la mairie socialiste de Marseille engagerait un recours massif au cabinet de conseil. 387 missions pour un montant cumulé de 28,3 millions d'euros entre 2019 et 2023 seulement. Il y aurait eu une forte augmentation à partir de l'arrivée de Benoît Payan à la tête de la mairie en 2021. Le rapport de la Chambre régionale des comptes pointe du doigt le caractère flou de l'action de certains de ces cabinets et la valeur ajoutée parfois très limitée de certaines prestations qui pourraient être réalisées en interne au vu de l'effectif de la commune. Le conseil municipal soutient au contraire qu'ils ont un manque d'effectifs pour certaines actions à mener et ils se défendent d'être très loin de l'ampleur de l'affaire McKinsey. La Française des Jeux ne parle plus français mais anglais. À partir de jeudi, la société connue pour l'organisation du Loto et de l'Euromillion change de nom. On ne parlera plus de Française des Jeux mais de FDJ United. Selon la direction, il s'agit d'incarner son envergure européenne et d'entamer un nouveau chapitre de son histoire plus diversifié et plus international. La Française des Jeux a en effet développé son activité internationale, notamment en 2024 avec l'OPA sur le groupe suédois Kindred. Et son objectif n'est probablement pas d'incarner l'identité française à l'étranger. L'actualité internationale en bref. Alliés dans l'OTAN, mais séparés par un mur. La Turquie érige un mur à sa frontière grecque, un chantier qui devrait démarrer cette année avec un édifice de 8,5 km dans la province d'Edirne, selon des déclarations mercredi du gouverneur de cette province. Ce premier tronçon, qui s'étendra plus tard sur près de 200 km le long du fleuve Méris, vise à bloquer les flux migratoires vers l'Europe. Liée à l'accord UE-Turquie de 2016, cette mesure répond à la persistance des traversées, souvent périlleuses, par la mer. La Turquie a déjà bâti plus de 1000 km de murs aux frontières syriennes et iraniennes.
Soupçons autour des annonces de Donald Trump sur les crypto-monnaies. Les récentes déclarations du président américain sur une réserve stratégique d'actifs numériques, incluant Ripple, Solana, Cardano, Bitcoin et Ethereum, secouent le marché des crypto-monnaies. Publiées mercredi sur le réseau du président Truth Social, elles ont permis à un trader d'empocher 7 millions de dollars en 16 minutes, alimentant des soupçons de manipulation. Des experts et internautes s'interrogent sur un possible conflit d'intérêts, notamment avec Solana lié au Trump-coin. L'économiste Peter Schiff réclame une enquête du Congrès qualifiant cela de plus grande spéculation crypto de l'histoire. La tension monte autour de l'or noir en Amérique du Sud. Mercredi, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a averti le Guyana et le groupe pétrolier américain ExxonMobil qu'il prendrait, je cite, « toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur action illégale dans les Essequibo ». Plus précisément, le Venezuela accuse le Guyana d'utiliser une eau territoriale en cours de délimitation internationale pour des activités d'exploitation pétrolière. De son côté, le président du Guyana avance qu'un navire militaire vénézuélien s'est introduit dans les eaux de son pays. Essequibo est une région de 160 000 km² riche en pétrole, disputée par les deux pays sud-américains. Le Venezuela estime que cette région, faisant officiellement partie du Guyana, lui revient naturellement. Les tensions ont été ravivées depuis les années 2010 avec le développement de l'exploitation pétrolière. La banquise va-t-elle fondre? Selon les données publiées ce jeudi par l'Observatoire européen Copernicus, la surface cumulée de la banquise autour des deux pôles a atteint en février un minimum historique. Il faut noter que chaque été, la banquise fond naturellement et se reforme l'hiver. Mais selon les observations, sa refonte serait moindre. Ce soir, immédiat, un zoom et la chronique de Gilbert Collard sur la chaîne YouTube format court de TVL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.